Salut, c'est Alexis, vous êtes sur le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Taha Zemouri, le cofondateur de la société Eden AI, pour parler ensemble d'un sujet très en vogue, évidemment, les intelligences artificielles, et de parler de Eden AI qui permet un accès assez simplifié autour des API d'intelligence artificielle, puisqu'ils agrègent à un même endroit plein d'API avec plein de fournisseurs différents. Enfin, vous allez voir, je vous passe un peu les détails et j'envoie tout de suite l'épisode. Allez, c'est parti. Bienvenue sur le podcast de Contournement. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter avec Taha, le fondateur d'Eden AI, une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Avec l'essor des technologies de l'IA, Eden AI ou Eden AI, bon, je veux dire dans les deux, s'est rapidement imposé comme un acteur incontournable dans le domaine, offrant des solutions innovantes et sur mesure à ses clients. Dans cette interview, nous allons explorer l'histoire et les valeurs fondamentales d'Eden AI, les défis auxquels sont confrontées l'entreprise qui cherche à implémenter l'IA dans leurs opérations, ainsi que les opportunités et les développements futurs de cette technologie passionnante. Nous sommes ravis d'accueillir Taha aujourd'hui et nous avons hâte de découvrir ce qu'il a à partager avec nous. Plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que tu as pensé de Plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Plutôt pas mal. Après, Un petit peu ouais, grandiloquent, un mais petit peu. C'est flatteur, c'est bien. C'est bien là, comme ça de bon matin. Non, mais c'est bien. Ben, est-ce que tu veux te présenter alors pour bien commencer quand même maintenant de vive avec voix une et en vrai présentation, sans intelligence on va artificielle. dire avec une intelligence naturelle. Euh, du Exactement. coup, ouais, je m'appelle Taha. Je suis le CEO de la société Danaï. Et donc nous, on propose une plateforme, une API où on va venir agréger une multitude de moteurs d'IA qui vont pouvoir répondre à diverses tâches. Et pour résumer, la vision qu'on a avec le produit et la boîte en général, c'est comment vraiment démocratiser au mieux l'utilisation de ces technos qui, jusqu'à quelques années, étaient vraiment l'apanage de grosses boîtes avec des experts en IA, ce qu'on appelle les data scientists, qui ont de la ressource, des données, etc. Et donc, suite à cela, il y a une multitude de moteurs d'IA. Donc, il y a ChatGPT, DALL-E 2, etc., mais pas que. Et nous, notre mission, c'est de les agréger et d'en simplifier les usages. Et d'abord à destination des développeurs, puis naturellement aussi pour les no-codeurs, ce qui m'amène aujourd'hui à échanger avec toi. Carrément. Bah écoute, on va revenir là-dessus, hein, évidemment. Juste par curiosité, c'est quoi ton background à toi? Alors, Et c'est quoi un petit peu l'histoire du coup qui a amené aussi ouais. l'aventure un peu entrepreneuriale? Alors moi, personnellement, j'ai fait des études d'ingénieur, donc parcours classique, bac S, prépa, école d'ingé. Hem, Sauf que rapidement, je me suis rendu compte que j'avais plus une fibre business, ce qui a fait que j'ai fini plutôt mes études en école de commerce. Et puis surtout, je me suis associé avec Samy, qui est vraiment qui est derrière le produit technique. Donc c'est lui qui gère l'équipe de développeurs qui est derrière le produit. Et ce qui nous a amené à bosser sur Edenai, c'est que nous, en sortie d'école, on a commencé en faisant de la prestation de service dans le domaine de la data science et de l'IA. C'était un business relativement simple. On vendait des journées de prestation, mais dans le domaine. Et c'est en bossant avec nos clients qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une appétence pour des solutions d'IA sur étagère, qui répondent très bien aux besoins des clients, tant qu'ils sont pas trop spécifiques. Et l'idée même des données, en fait, on la doit à un de nos clients, un client lyonnais. Alors pour information, on est à Lyon. Hem Et ce qui nous avait demandé de lui trouver un bon moteur de retranscription d'audio. Donc ce qui permet notamment de faire du sous-titrage, sur YouTube ou autre. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait plein de solutions sur le marché. Donc tu as d'abord les gros acteurs, type Google, Amazon, Microsoft et autres, et puis des acteurs plus spécialisés, Diagram, Assembly, que le grand public connaît moins, mais qui sont vraiment très performants. Et c'est à partir de là, on s'est dit: «Tiens, il y a quelque chose à faire parce qu'il y en a beaucoup, c'est compliqué de choisir lequel marche bien, suivant ces données». Et c'est là d'où venue l'idée de Danae, c'est-à-dire une plateforme qui regroupe un peu tout ça de manière harmonieuse.
Ok. Il y a plein de sujets, je trouve, qui sont sous-jacents là-dedans. Il y a évidemment le sujet de l'IA qui est un peu le fil rouge de cet épisode. Il y a aussi vraiment le sujet des Mmh. API qui est fondamental, le côté agrégateur Mmh. d'API. Tu vois, j'ai vraiment eu... donc déjà, pour le dire, tu as intervenu dans le podcast de Bruno Soulez, Ouais. IFTTD. Super épisode que je recommande aux gens. Je pense qu'il y a pas mal d'aspects qu'on n'aura pas le temps de creuser ici. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller l'écouter en plus de cette discussion. Euh, donc, il y a vraiment, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le côté agrégateur d'API, tu vois. Enfin, j'en ai parlé un peu du coup dans cette émission récemment. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et tout le travail que vous faites autour de l'API, de la simplifier, etc. Mais avant de venir là-dessus, je suis curieux de savoir un petit peu justement ce que tu évoquais sur c'était quoi votre métier quand vous faisiez de la prestation pour comprendre un petit peu, tu vois, parce que c'est un domaine qui est un Mmh. peu obscur, je trouve, aussi, qu'on comprend pas forcément. Et du coup, j'aimerais bien comprendre un petit peu ça, tu vois, aussi pour peut-être démystifier Mmh. un peu, ou je sais pas, tu vois, c'est quoi, genre, type de prestation vous vendez, Mmh. enfin, Alors le plus simple, c'est de donner vraiment des exemples de projets qu'on a été amené à faire. Parce qu'au final, la techno qu'il y a derrière, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Tu vois, par exemple, on a bossé pour un groupe pharma qui voulait, optimiser ses ventes. Donc nous dire: «Tiens, sur, cette zone géographique, suivant les historiques de données que j'ai, je peux, anticiper, de meilleures ventes». Et donc pour faire ça, tu mets en place des modèles, statistiques qu'on va appeler pompeusement du machine learning, de l'apprentissage, automatique, voire même du deep learning, donc de l'apprentissage profond. Ça, c'est un cas d'usage, donc dans le domaine du prédictif. Si je reviens sur l'exemple, qui nous a amené même à bosser sur Adanaï, pourquoi on voulait traiter de l'audio, c'était pour une société d'assurance qui voulait, accélérer le traitement des déclarations de sinistres. Tu vois, quand il t'arrive quelque chose, chez toi, un dégât des eaux, peu importe, tu vas déclarer ça à ton assurance, qui va souvent transmettre le dossier à des sociétés spécialisées, qui sont spécialisées dans le traitement des sinistres. Et ce qu'ils voulaient faire, c'est, à partir de cette déclaration, la qualifier rapidement. Dire: «Bon, ben, voilà à peu près le montant des dommages», et puis, même en allant un peu plus loin, c'est-à-dire: «Est-ce que ça semble frauduleux ou pas?» Et pour ça, tu vas analyser le texte qui est exprimé, et ce texte-là, tu le retrouves dans l'audio, donc au moment où tu fais le coup de fil. ok. Voilà. Donc on était pas mal dans soit de l'optimisation d'un point de vue marketing, soit de l'automatisation, de choses pour que ça aille plus vite ou que ça coûte moins cher. Et donc, vous utilisiez déjà donc enfin, des outils Mmh. d'IA, parce que ça, c'est un truc qui est important, c'est que il y a à la fois le métier vraiment des gens qui vont écrire des modèles enfin d'IA, de machine learning, etc. Puis après, il y a beaucoup de services maintenant qui sont disponibles sur Mmh. l'étagère. Alors, il faut arriver à les Mmh. utiliser, il faut préparer les données pour les utiliser, etc. Mais donc, vous, votre travail, finalement, c'était un peu plus ça. Et c'est ce truc de voir tous ces outils que vous utilisiez, de se dire, bon, peut-être qu'on peut proposer une couche d'abstraction plus simple Exactement, et de tous les c'est ça. agréger. Est-ce que c'était, est-ce que c'était vraiment les deux d'un coup? Enfin, à la fois cette idée d'agréger tout au même endroit, ou aussi peut-être cette idée de simplifier leur utilisation? Qu'est-ce qui est venu en premier? Enfin, Ouais, c'est parce qu'il y a c'est ni l'un ni l'autre, mais... c'est une bonne question. En fait, il y a là-dedans, il y a même 2 propositions de valeurs différentes. À la base, l'agrégation, c'était, surtout pour aller chercher de la perf. Quand je dis de la perf, c'est, si je reste sur l'exemple de la reconnaissance vocale, c'est de se dire: «Bon, j'ai des audios à retranscrire». Le fait d'avoir tous les moteurs disponibles en un seul endroit va faire que je vais rapidement, les tester sur mes audios, Hmm. choisir celui qui retranscrit bien, et aussi, en gardant une danaï, avoir la garantie que je peux switcher à tout moment. Si demain, je prends un exemple, j'ai Google qui retranscrit bien mes audios, je me rends compte que, demain il y a un Deepgram ou Assembly ou peu importe, un autre fournisseur qui le fait bien et peut-être moins cher, je peux changer. Donc il y a l'idée de départ, c'était surtout le côté performance. Hem Et puis aussi, on s'est rendu compte que, en travaillant mieux notre produit, donc le front, enfin la partie visuelle, et puis en rendant l'API plus accessible,
Et puis aussi en créant des connecteurs, notamment celui qu'on a sur Make, puis il y en a d'autres qui vont venir, et ben, simplifier encore les choses. Donc, si tu veux, la simplicité, c'est une autre proposition de valeur qui plaît à un autre type d'utilisateur, mais les Mmh. deux sont assez complémentaires. OK. Bah, enfin, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler justement parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais déjà, avant d'aller un peu plus loin dans ces aspects-là, est-ce que tu as envie d'expliquer un petit peu juste comment ça marche? Tu vois, quelqu'un qui arrive, qui s'inscrit sur Mmh. Edenai, comment ça se passe, tu vois, pour juste vraiment essayer de visualiser un petit peu le truc. Alors, on pourrait partager l'écran, mais bon, on va faire plus en mode podcast. Et voilà, c'est un petit Ah, exercice. Moi, j'aime bien proposer ça ben, aux gens qui font des je vais outils. jouer le jeu. Alors effectivement, nous, on essaie d'avoir une plateforme qui soit la plus parlante par elle-même. Donc on essaie d'avoir, et puis ça marche de mieux en mieux. On a beaucoup d'utilisateurs qui se débrouillent très bien sans même nous parler. Mais pour t'expliquer, donc je vais partir de l'hypothèse que tu cherches pas spécialement un moteur d'IA en particulier, parce que sinon tu iras directement vers ce qui t'intéresse. En fait, quand tu arrives sur la plateforme, déjà on va te poser quelques questions sur qui tu es. Ce qui va aussi nous intéresser, c'est de savoir quel langage de programmation tu maîtrises le mieux. Et notamment, ça peut être du no-code. Donc, on a mis une nouvelle catégorie. Donc, tu peux dire que je fais du Python, du JavaScript et du no-code. Donc, ça nous permet de savoir un peu mieux le profil de l'utilisateur. Derrière, tu vas avoir. La première chose que tu peux faire, c'est récupérer ta clé d'API. Donc ça, c'est important pour utiliser le service. Sinon, tu vas avoir 6 catégories d'IA. Donc nous, on a, on a regroupé ça en 6 familles. Donc, où derrière, tu as 40 technologies d'IA, mais il y a 6 familles principales. Donc tu vas retrouver tout ce qui va être lié à l'analyse d'images. Donc reconnaître ce qu'il y a sur une image, les visages, les objets, le contenu explicite, les logos. Et du coup, de manière un peu similaire, tu vas aussi retrouver tout ce qui va être lié à la vidéo. C'est un peu ça ressemble. On a regroupé aussi tout ce qui va concerner le traitement et le parsing de documents. C'est-à-dire extraire de l'information des factures, des reçus, des CV, donc ça peut intéresser les RH, heu et puis, l'OCR, c'est-à-dire, des documents plus génériques. Le L'analyse de texte, ce qu'on appelle le Natural Language Processing, le traitement du langage, qui va te permettre d'extraire des mots-clés, le sentiment qui est exprimé dans un texte, directement. La traduction automatique et la retranscription d'audio dont on parlait tout à l'heure. Derrière, tu vas pouvoir accéder à une de ces catégories, à une des sous-catégories, dans ce groupe-là. Là, tu arrives sur les pages où, on a regroupé les sous-catégories, tu vas avoir plusieurs éléments. Le premier élément, c'est un bout de code, un code snippet, pour Python et JavaScript, ou sinon tu peux accéder directement à la documentation, où tu verras par toi-même que, c'est le même code pour tous les fournisseurs qu'on a. Parce que Ça, c'est très important à voilà, préciser. Ouais. nous on a fait une agrégation assez poussée, c'est-à-dire qu'on a pris chaque API de chaque fournisseur et heu, on l'a fait adapter à un autre, standard, le standard Edenai qu'on est en train de créer. Donc toi, en tant qu'utilisateur, tu as pas besoin d'aller, regarder toutes les docs de tous, les fournisseurs, sachant qu'à date, on a plus de 30 fournisseurs d'IA, puis ça va augmenter encore. Mm. Sachant que toutes les docs ne se valent Toutes les pas docs ne se valent et pas. les outils d'IA sont plus ou moins complexes à intégrer, quoi. Ça, c'est vraiment un premier truc, tu vois. C'est vous agrégez, donc tout est au même Ouais. endroit. Avec une seule clé d'API, on peut accéder à tous les Mmh. outils. Et pour chaque outil, entre guillemets, enfin, on va dire par exemple traitement d'un reçu, il y a plusieurs providers, C'est tu ça, vois. Donc c'est vraiment un truc profond comme c'est ça. ça. Ce qu'on affiche aussi, c'est le prix, parce que c'est important. Il y a une sorte de marché de l'IA et tu des compétiteurs qui, chacun annonce, leur prix. Nous, on regroupe tous les prix sur un seul tableau, donc ça évite d'aller chercher, tu vois, tu as des petits fournisseurs où on peut retrouver facilement leurs prix. Par contre, les Google, Amazon, ou le service de traitement de la facture, c'est un service parmi littéralement des centaines d'autres. C'est un peu compliqué des fois de retrouver le prix. Et puis, ce que tu vas retrouver, c'est une fonctionnalité de live testing. C'est-à-dire qu'avec tes propres données, juste sur la plateforme, donc tu as pas besoin de faire grand-chose, tu peux, mettre, par exemple des factures et voir directement comment cette facture est traitée par les différents fournisseurs qu'on a agrégés.
et derrière, ça te permet de les utiliser, donc soit pour l'utilisation, on va dire, en prod, soit, directement sur notre API, soit avec le code snippet qu'on a mis pour, Python et JavaScript ou, en utilisant directement les modules qu'on est en train de développer dans celui de Make, qui est déjà disponible. Ouais. Du coup, il y a vraiment ce truc de, enfin, soit l'utiliser l'API en Mmh. direct avec Make par exemple, ou Zapier, ou Ou Bubble ce que les ou outils autre. de, voilà, ou Bubble directement, ou alors bah, par exemple dans le cas de Make, et j'imagine vous allez, enfin il me semble d'ailleurs, il y a quelqu'un de ton équipe, je crois, qui a mis un message sur Zapier, même sur le Slack de No Code France, où il est en Et train ben, on de prépare développer ça, ça, non? exactement. Bah, Oh, ok. on attend que ce Bon. soit validé, mais elle sera bientôt disponible pour Zapier. Ok, et ça c'est hyper cool parce que ça, du coup, quand on va dans le module Make directement, bah là on nous propose déjà ces catégories que tu Mmh. évoquais, etc. Donc tout est Mmh. abstrait. Mais très honnêtement, moi, pour avoir testé un petit peu les deux options, je trouve que la manière dont vous avez standardisé, comme tu disais, et j'ai envie de dire quelque part Mmh. simplifié les API Mmh. aussi, fait que c'est quand même, pour des gens qui sont familiers avec les API, et ça on n'arrête pas de le répéter, les API c'est hyper important, il faut que tous les no-codeurs et no-codeuses vraiment apprennent à s'en servir, c'est quand même, je trouve, aussi assez agréable. Évidemment, autant utiliser le module Make, Mmh. hein, mais Bah, tu vois, c'est intéressant parce ça, que nous, c'est une vraie question qu'on se pose sur, la pertinence ou pas d'avoir, ces modules et tu vois, c'est des questions qu'on pose même, on va dire, entre guillemets, «à haut niveau». J'ai eu la chance d'échanger avec le patron de Bubble. Je lui posais directement la question. Je lui ai dit: «Tiens, t'en penses quoi? Est-ce que, c'est important ou pas qu'on ait des connecteurs?» Et on n'a pas forcément une réponse, très claire, donc je suis ravi d'avoir l'avis des gens sur le chat s'il y en a qui veulent bien nous dire est-ce ouais. qu'on doit s'embêter à créer des connecteurs de partout, ou pas? Mais je pense qu'à minima, il y a, il y a un intérêt de discovery, c'est-à-dire au moins, bah, que même si les utilisateurs, sauraient très bien, intégrer notre API, parce qu'on a essayé de faire en sorte qu'elle soit simple, qu'ils entendent au moins parler de nous sur les marketplaces, enfin les catalogues qui regroupent les connecteurs. Il y a un minima cette, C'est clair, ouais. ouais. Quelque part, il y a un aspect Mmh. marketing, en fait, d'être présent dans... Moi, j'ai envie de dire, après, c'est plus vous, l'effort. En Ouais. fait, quelque part, vous, c'est un effort de... Est-ce que ça, c'est au détriment de quelque chose? Tu vois, est-ce que... Tu vois, en fait, il faudrait que tu le présentes plus comme ça. C'est-à-dire, est-ce que vous, si vous faites tous ces connecteurs, ça vous empêche de faire d'autres choses, peut-être que les gens attendent Mmh. plus? Ou est-ce que... Bah, parce que sinon, les gens, j'ai envie de dire... Bon, Thomas qui réagit directement dit que lui préfère peut-être utiliser l'API. Après, il a un background Ouais. tech. Mais je pense qu'il y a des gens, peut-être dans la communauté, qui préfèrent utiliser le connecteur Mmh. dédié. Mais sauf si, tu vois, par exemple, si le connecteur dédié, il est toujours en retard par rapport à l'API. Oui. Par exemple, ça pourrait être un truc qui pourrait arriver, c'est difficile à maintenir les deux, mais c'est intéressant, ouais, comme... Bah, on est en plein dedans, on n'a pas une réponse très précise. Voilà. Pour le moment, on a fait, entre guillemets, «l'effort» de faire celui qui est sur Make. L'erreur qu'on a faite sur Make, c'est qu'on a mis, comme je disais, on a 40, technos d'IA et à vrai dire, il y en a qui sont vraiment un peu obscurs. Du coup, on s'est un peu embêté à tout mettre. Alors que sur Zapier, on va vraiment mettre que celles où on sait qu'il va y avoir de l'utilisation, parce qu'on a vu Hmm. on l'a vu sur Make. Tu vois, tu as des moteurs. Ça, c'est intéressant parce que cette distinction que tu fais, en fait, elle arrive assez souvent. Enfin, je sais pas si vous l'aviez observé du coup dans d'autres Mmh. modules, mais c'est un truc assez fréquent, c'est-à-dire que Make a souvent plus Mmh. d'exhaustivité. Ça va plus mapper les API Mmh. vraiment, alors que Zapier, comme c'est un outil beaucoup plus grand Mmh. public, ça se voit que les éditeurs choisissent que quelques fonctionnalités Mmh. les plus grand public. Donc Alors nous, c'est c'est pas marrant. spécialement un choix, c'est juste qu'on a commencé sur Make, on y allait comme des bourrins, on a tout mis. On savait pas, Mais c'est on était pragmatique, hein. jeunes et naïfs. On savait pas que derrière, Ouais. fallait maintenir tout ça et puis, sur Zapier, bon, il se trouve que vu qu'on le fait en 2e, on est plus attentif. Mais, peut-être qu'effectivement, Ouais. comme tu dis, sur Zapier, on aura des utilisateurs qui iront moins dans le détail. Bon, je te Bah, vous le on verra. verrez, mais c'est vrai que c'est ce que je pourrais Mmh. supposer. Et d'ailleurs, c'est intéressant, Thomas, il dit, si vous avez une bonne API, ce qui est le cas chez vous, bah, en fait, les connecteurs, ils peuvent être développés aussi par la Mmh. communauté, quoi. Ça peut être aussi Ah, une bah, autre ça serait manière de le chouette, ouais. faire. Ça dépend aussi. Ça serait chouette, ouais. Ouais. Bah, écoutez, c'est un petit appel aux gens qui
qui regardent éventuellement, par exemple, pour N8N ou pour des outils un petit peu plus, j'allais dire obscurs, mais c'est pas très sympa. N8N, c'est un super outil en plus d'automatisation. Et j'en profite pour poser une petite question de Thomas, donc un peu moins sur le sujet des API, mais plus généralement pour revenir sur la plateforme. Est-ce que, comme sur des plateformes comme Replicate, par exemple, on peut ajouter ses propres modèles ou services sur Eden AI? Alors, pour le moment, non. Pour le moment, en fait, comment ça se passe, et puis ça me permet aussi d'aborder un peu le business model, comment ça marche. On Ouais. est que sur, des modèles, propriétaires. Donc, derrière, chacun des fournisseurs, il y a une entreprise qui elle-même commercialise une API. Comme je disais, il y a des, enfin, il y en a qui sont vraiment généralistes, qui proposent un peu tout, et puis il y en a qui adressent qu'une certaine typologie de moteur. Nous, en fait, on fait des partenariats avec eux, donc on est revendeurs. C'est ce qui permet, en particulier, de pas avoir à créer des comptes de partout. Ça, c'était important pour nous. C'est que toi, en tant qu'utilisateur d'Edenai, tu aies on va dire une seule Mhm. facturation, Edenai qui regroupe tout, y compris si tu fais un peu de traduction chez DeepL, un peu de retranscription chez Google, et cetera. Et puis derrière, on les ajoute. Ce qui fait que, c'est pas possible pour le moment en tout cas, d'ajouter ses propres modèles ou des modèles, par des API, externes, enfin que tu viendras ajouter. C'est Ouais. quelque chose auquel on réfléchit. Il y a pas En fait, ce qu'on se dit nous, c'est que si je prends surtout l'exemple d'une API externe, tu trouves quelque chose, qu'on n'a pas sur Edenai, et où tu te dis: «Tiens, ça serait pas mal». Ce qui peut arriver, on a mis sur la plateforme un petit bouton où c'est request provider, tu peux demander un provider qu'on n'aurait pas. Proposer, ouais, Voilà. ok. Et nous, ça, c'est quelque chose qu'on regarde attentivement. Dès qu'on voit qu'il y a une demande sur un fournisseur, de nous-mêmes, on va essayer de faire le mieux possible pour l'ajouter. Parce qu'on se dit que si, des utilisateurs le demandent, c'est que ça doit être pas mal, et que certainement ça intéressera les autres. Ouais, carrément. Non, c'est une bonne manière de faire aussi. Parce que moi, le risque que je Mmh. verrais. Alors après, ça dépend si les gens ajoutent leur modèle, on va dire, que dans Oui, leur compte à c'est eux. pas grave. Mais si vous commencez. Ça pourrait être un truc, mais si c'est tout le monde. Enfin, s'il commence à avoir. Si la marketplace, quelque part, devient trop grosse, je trouve qu'on peut se perdre aussi. C'est-à-dire que là, actuellement, c'est riche. Et vous allez ajouter des choses, mais on s'y perd pas non plus, Mmh. quoi. C'est ça que j'aime bien, tu vois. C'est-à-dire que quelque part, moi, j'ai envie de vous faire confiance un peu aussi sur la curation des Oui, services. Il peut y avoir aussi un petit peu cet aspect-là, quelque part, vous ouais. référencez. Alors après, on vous fait confiance pour aller chercher les meilleurs Mmh. services. De toute façon, vous avez intérêt Ouais, aussi que les gens complètement, ouais. soient contents. Mmh. Nous, Donc ça, c'est intéressant. Ouais. complètement. Nous, avant d'ajouter un service, on va faire du test. Le test, il y a 2 choses. D'abord, tester, simplement que l'API est robuste, donc qu'elle va pas tomber tous les 4 matins, et que nous, derrière, on va avoir des utilisateurs qui vont râler. Ça, on veut pas. Et puis un autre, type de performance, c'est vraiment, est-ce que ça traite bien la donnée? Est-ce que, bon, si ça de la traduction, est-ce que ça traduit bien? Parce que ça sert à rien de mettre un fournisseur qui est tout pourri, pour que derrière, il soit utilisé par personne, parce que ça crée de la frustration pour tout le monde. Ouais, clairement, parce que, enfin, oui, voilà, enfin, encore une fois, comme je disais, je pense que des fois, on a envie d'avoir accès à plein de Ouais. choses et tout, mais en fait, moi, je pense que des fois, il vaut mieux être un petit peu contraint, qu'on nous propose que des choses qui sont déjà Mmh. bien, et pas avoir de déception, et pas avoir à choisir, parce que là, déjà, par exemple, si je prends je sais pas, qu'est-ce que j'ai utilisé il y a pas longtemps, les résumés, Mmh. et donc, il y a quand même déjà, je sais pas, 5 ou 6, je pense, Mmh. providers. Donc, ils sont pas tous équivalents. Ils coûtent pas tous le même Mmh. prix, d'ailleurs, aussi. D'ailleurs, par exemple, je crois qu'il y en a un aussi qui a fait un time-out, par exemple, quand j'ai fait mon Mmh. essai. Bah, s'il y en avait eu 10, que j'avais dû tous les Mmh. tester, ça m'aurait pris trop de temps, quoi. Je préfère me dire que là, a priori, c'est déjà 10, enfin 5 qui sont Mmh. bien. Je les teste, puis je choisis après Mmh. celui. Sachant que, en plus, pour continuer dans l'utilisation, on peut demander plusieurs providers en même Oui, temps, si oui, on veut. Alors, on paye 2 fois ou oui. 3 fois. Mais du coup, après, on a la possibilité de comparer les réponses. Enfin, si on a la capacité de faire ça de manière Mmh. informatique, quoi, tout ça. Mmh. Et justement, je voulais passer un peu, c'est parce que tu avais donné un cas d'usage très intéressant, je trouve, là-dessus, dans IFTTD. Mais du coup, est-ce que tu as un peu des cas d'usage justement de ce que font vos clients avec Mmh. avec Eden AI? Alors, on a un peu de tout.
On a pas mal de en fait, on a 2 types d'utilisateurs. On a des gens qui, construisent des solutions logicielles, des produits. Donc, tu as un logiciel pour l'analyse de marché, faire des analyses de marché, donc traiter beaucoup de textes, le résumer, et cetera. Donc, ça, on en a même fait un article. Mais aussi, on a beaucoup d'automatisation. Ça peut être, on a une boîte en Nouvelle-Zélande, qui, en gros, ils ont un truc marrant, c'est qu'ils font de la maintenance informatique et en gros, ils ont une solution, enfin, c'est du support téléphonique. En gros, ils enregistrent, la personne laisse un message vocal et donc je pense en plus, ils le font sur Make. Ils prennent l'appel, ils le retranscrivent, donc ils ont pris un des moteurs de retranscription qu'on a et puis derrière, je sais pas s'ils le résument ou pas. Ça, je suis pas sûr, mais de toute façon, ils pourraient le faire. Et derrière, ils reçoivent directement un SMS. Et donc ça permet de voir, tiens, est-ce que c'est un sujet où je dois me bouger ou pas? Donc ça, c'est un use case marrant. Mais on en a pas mal comme ça qui vont utiliser un ou deux moteurs. Et oui. Parce que vous aviez un exemple, je crois que tu avais dit justement, d'une boîte qui utilisait systématiquement deux moteurs et Ah qui oui, comparait les résultats ou un truc oui. comme ça. Je me Ouais. souviens plus Ah, et puis exactement. oui, on a un client aux États-Unis qui fait ça. Alors lui, bon, il fait ça massivement. Il traite beaucoup d'images et beaucoup de vidéos euh, pour enrichir, en faire des bases de données. Et en fait, lui, il a besoin que le traitement soit le plus précis possible. Et donc, ce qu'il fait, c'est que pour traiter, je sais qu'il fait de la face detection, ce qui permet de reconnaître des visages sur des images. Et dedans, ça reconnaît le visage, ça donne une estimation de l'âge, des choses comme ça. Et pour avoir le truc le plus précis, il envoie la requête, alors même plus qu'à deux, hein, c'est à 3 ou 4 fournisseurs des fois. Comme ça, il est sûr que, on va dire, la donnée, elle est bien traitée. Après, le truc, c'est que, on va dire, tu vas retrouver plusieurs résultats. Il y a la question, ben, je fais confiance à qui? Est-ce que, par exemple, si je prends quand tous les visages qui sont détectés, je regroupe tout et comme ça, je suis sûr d'en rater aucun, pardon. Ou à l'inverse, je ne prends que les visages qui sont détectés par plusieurs. Là, ça dépend du cas d'usage. Mais on a effectivement ce cas-là. Comme tu disais, par contre, ça va te coûter plus cher parce que tu fais appel à plusieurs fournisseurs. Mais si au final, dans ton business model à toi, c'est pas un problème, ben, tu peux le faire. Et c'est là où effectivement, tu as tout le potentiel de Edenai qui fait que si jamais il devait le faire par lui-même, ben, faudrait qu'il crée des connecteurs de partout et voilà. Ouais. Après, à lui, éventuellement, de se créer un petit back-office, par exemple, pour qu'il y ait éventuellement un humain qui vienne, qui compare les deux résultats, enfin, ou trois résultats, puis qui dit celui-là c'est Mmh. bon. Il peut y avoir des choses un Mmh. peu comme ça, un peu semi-automatisées, où on peut imaginer plein de choses. Toujours dans cette idée d'utiliser plusieurs, il y a aussi du fallback, c'est-à-dire de se dire, j'ai un fournisseur principal et si jamais il se passe quelque chose, je peux utiliser un deuxième. Et là, effectivement, le budget n'est pas il reste limité parce que tu n'actives le deuxième que si le premier, tu pas un retour qu'il te faut, voilà, qui est pas satisfaisant, enfin une erreur de l'API, et cetera. Il y a aussi ce cas d'usage qui justifie l'utilisation de plusieurs fournisseurs en même temps. Est-ce que ça, c'est intégré dans Edenai ou c'est à la personne de faire deux calls dessus? Pour le moment, c'est à personne de faire plusieurs calls, mais c'est quelque chose sur notre roadmap d'avoir un fournisseur en fallback. Ok. Et bon, on va passer à la roadmap après. Peut-être justement, je suis curieux, peut-être tu nous pourras nous livrer un petit peu des choses sur ça. Mais juste une dernière question sur un peu sur vos clients, etc. Est-ce qu'il y a des usages qui t'ont surpris? Il y a eu des choses, un truc ou un peu des gens qui ont utilisé Danaï d'une certaine manière que vous aviez pas forcément prévu ou Euh, enfin, peut-être pas. non, enfin pas spécialement. Enfin, là comme ça, j'en ai pas en tête. Parce que tu peux pas tout Ouais, dire. voilà, c'est ça, c'est qu'il y a des trucs que je peux vraiment pas dire sur des secteurs d'activité. Euh, non, nous, on a fait le choix en fait d'en proposer plein de trucs et derrière, on essaie de voir ce qui est vraiment utilisé. Euh, enfin, la majorité, c'est quand même des choses très simples d'automatisation. Enfin, c'est pas très funky, on va dire. Mais D'autant que quelque part, vous savez pas vraiment peut-être
ce qu'ils font, parce que vous devez voir, j'imagine, Oui. bon, bah, évidemment, quels appels sont Mmh. faits pour pouvoir faire la facturation. Par contre, vous ne regardez Non. pas les données qui Non, non, tout transitent. ça, c'est ouais, c'est ceux à qui on parle. Donc ça se trouve, il y en a qui font des utilisations, j'ai aucune idée de ce qu'ils font derrière. Bon, il y en a un, c'était marrant, il faisait beaucoup de détection de langue. En fait, c'était il avait plugué ça sur un Discord. En fait, il virait tout ce qui n'était pas, dans la langue, je pense que c'était de l'anglais. Ouais, Bah, ça, il nous avait dit parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'il pouvait faire avec autant de parce que du coup, tu imagines bien que c'est beaucoup de requêtes. ouais, ouais. Hem, À chaque message, littéralement, chaque message qui arrivait, s'il était pas en anglais, il le c'est virait, ça. quoi. OK, ouais. Donc ça, c'était rigolo, mais non, là, comme ça, je pourrais pas te dire, enfin, j'en ai un en tête, mais je peux vraiment pas te le dire parce que c'est confidentiel. Mais mais Ouais, voilà. non. Non, mais c'est marrant parce que c'est, tu vois, c'est une question que j'aime bien poser aux gens qui éditent des logiciels, mais en même temps, vous, quelque part, vous êtes plus une Mmh, passerelle, entre guillemets. mmh, Enfin, c'est un gros raccourci. Et donc, il y a aussi, effectivement, ça doit être relativement ouais. transparent. Enfin, Pour, à part peut-être sur les volumes et sur les choses comme ça, ouais, mais pour compléter ça, en termes de ce qu'on a comme données, effectivement, on est une passerelle. Donc, la seule info qu'on va garder qui nous intéresse, c'est, quel fournisseur, l'utilisateur a choisi. Je prends un exemple, si tu traduis d'une langue à une autre ou si tu retranscris ou pourquoi? Parce que ça nous permet en parlant un peu de roadmap, de nous, ce qu'on aimerait faire, c'est que toi, en tant qu'utilisateur, on puisse te recommander à l'avance le fournisseur qui a le plus de chances de bien marcher pour toi. Si à un moment tu viens, tu nous dises: «Bah, voilà, moi je veux traduire du français à je ne sais quelle langue spécifique», qu'on dise: «Tiens, de ce qu'on a vu, nos utilisateurs qui sont dans le même cas de figure ont plutôt tendance à utiliser ce fournisseur». Donc c'est un peu la seule information qu'on va garder. Il y a une deuxième qui nous est donnée directement par l'utilisateur, c'est que sur la plateforme, quand tu fais un live testing, tu peux, scorer en fait, live testing, c'est par exemple, tu mets, je sais pas, prendre un autre exemple, tu veux analyser un sentiment dans un texte. Tu mets du texte et tu as le retour des différents fournisseurs. Tu peux me dire: «Tiens, celui-là, il a bien analysé, celui-là non». Ça, on le garde et c'est toujours dans cette idée de bosser sur le système de recommandation qu'on est en train de mettre en place. ok, justement pour passer un peu à la roadmap, est-ce que moi la première, alors je vais te demander un truc si vous allez le faire parce que ça je suis curieux, mais sinon après tu vas nous dire un petit peu ce que vous avez prévu. Mais moi il y a un truc que j'imaginerais bien, c'est d'avoir des actions, enfin de pouvoir chaîner par exemple des appels Mmh. d'API, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez? Je me souviens plus si vous en avez parlé dans le podcast On n'en a avec pas Bruno, parlé, mais mais c'est un truc ça s'appelle Workflow, hem, où l'idée, c'est effectivement de combiner. Donc du type, par exemple, tu retranscris un audio, puis tu le traduis et derrière tu extrais des mots-clés. Donc on peut imaginer des choses comme ça. Hem, et ça ça existe déjà? alors on l'avait mis, Ou sur la version publique là comme ça, non. On avait une ok. première version, on n'avait pas eu beaucoup d'utilisation dessus, mais maintenant ça revient. Le truc, si alors pour les développeurs, ça sera super intéressant puisque ça effectivement ça permet de faire ça. Sur du no code ou je pense par exemple à du Make ou du Zapier, hem, c'est des trucs que tu peux entre guillemets «faire» déjà. C'est-à-dire, vu que nous sur notre module, tu peux dire, Ouais. donc sur du no code, après bon, il y a aussi l'idée enfin, parce que c'est je sais plus qui m'avait dit ça. Ah, c'était un no-codeur, qui m'avait dit: «Ouais, mais en fait, tu as plein de plateformes no-code qui te facturent par tâche. Donc si jamais vous arrivez à en agréger, ben, en fait, ça nous fera des économies». Heu, Ouais, mais quelque part, enfin, peut-être que vous pourriez aussi facturer ça, donc quelque oui, part, ça, tu peux déporter le problème de l'un à l'autre, quoi. Mais c'est intéressant comme ouais, remarque, hein, cela ouais. dit, hein, ça Parce dépend. que moi nous, on se dit: «Bah, de toute façon, les no-codeurs, eux, ils peuvent se débrouiller très bien». Et puis non, il m'a dit: «Non, non, en fait, il y a quand Ouais, même un potentiel pour les no-codeurs, c'est qu'à minima, ça réduit un peu le nombre de traitements qui sont faits». ouais, c'est vrai, c'est Heu, vrai. Mais ça divise un peu, moi, ce que je vois, c'est que ça diviserait la logique à deux endroits, quoi, ouais. éventuellement. Mais bon, je sais pas ce que les gens en pensent dans le chat s'ils utiliseraient une fonction comme ça. Mais c'est vrai que moi, ça me vient, c'est le truc qui me Mmh, vient tout seul. Mais en fait, ouais, ouais, non, c'est intéressant, c'est un bon mmh. point, ouais. C'est, Tu as la der enfin, on s'est dit l'usage qu'on pouvait en faire, c'est nous-mêmes. Alors c'est marrant, on commence à Edenai devient client d'Edenai.
Je t'explique. Ça, c'est tout nouveau. Donc, c'est pour les gens qui peuvent aller voir sur la plateforme. C'est vraiment, c'est sorti hier, hein. Sur la plateforme, en haut, tu as une petite barre de recherche maintenant où tu peux décrire ton projet. Et nous, on va directement te recommander des moteurs où on pense que c'est pertinent. Toujours dans cette idée d'aller plus loin encore dans la démocratisation. Et puis on s'est dit, ah tiens, il y en a qui vont peut-être l'écrire parce que nous, la plateforme est en anglais, tout est en anglais. On se dit, bah, il y aurait peut-être des gens qui vont le faire, je sais pas, l'exprimer en français, par exemple. Et du coup, on s'est dit, tiens, ce serait pas mal que sur cette barre de recherche, si jamais on fasse une détection de langue, si c'est de l'anglais, très bien. Si c'est pas de l'anglais, on le traduit en anglais. Et puis, on va faire, la techno, c'est du search, c'est de voir à quelle techno correspond ce qui est raconté dans la description. Du coup, on va chaîner trois technos, détection de langue, traduction et du search. Et effectivement, on s'est dit, bah, nous, on serait intéressés par ce workflow. Et du coup, c'est un cas d'usage, enfin, c'est rigolo de se dire, je suis en train de devenir mon propre client. Ouais, c'est clair, bah, c'est plutôt bon Ouais, signe, ouais, hein. bah, c'est, OK ouais, vas-y. ouais, non, mais j'allais te dire, ouais, est-ce que si tu avais d'autres choses, du coup, un peu sur la roadmap, même peut-être un peu plus lointaine, mais Alors, bah, sur déjà court moyen terme, nous, on a plein de fournisseurs qu'on aimerait ajouter encore, parce qu'on a de la demande. Donc on est pas mal occupé là-dessus. On a plein de choses sur lesquelles on travaille, faciliter le paiement, des choses comme ça. Il y a aussi cette réflexion alors c'est pas sur le produit lui-même, c'est tout l'écosystème sur lequel on s'intègre. Donc toute la discussion qu'on a eue au début sur les connecteurs, bah, c'est du boulot. On s'en était peut-être pas rendu compte au départ, mais c'est pas mal de boulot. À plus long terme, c'est on va dire, c'est plus des réflexions sur, comment éventuellement adresser des, entreprises un peu plus grosses, qui ont des prérequis, enterprise un peu plus, enfin pour ceux qui s'intéressent un peu au développement logiciel, donc ils savent bien que des grosses boîtes, souvent, tu as des prérequis en SSO, déploiement bizarre, des choses comme ça. Voilà, en ce moment, c'est un peu ça les réflexions. Mais pour le moment, on est déjà bien occupé sur avoir le max de tâches qui correspondent au fait aux besoins de l'utilisateur et les meilleurs fournisseurs. Peut-être que si, tiens, il y a un truc qu'on va bientôt ajouter, c'est tout ce qui est lié la génération, les IA génératives. Au tout début, on parlait ouais. de l'image que tu as générée en background. Donc, on Mmh. va bientôt avoir une nouvelle rubrique sur Edenay, qui est les Generative OK. AI, qui permettrait en fait. C'était ma prochaine Ah bah question, voilà, donc c'est très bien. j'ai été devin. Tu anticipé. Anticiper la prochaine. Voilà, on s'est dit: «Tiens, ce serait intéressant que, sur ces IA génératives, que tu aies tous les acteurs en ce moment qui sur une seule plateforme et puis, que l'utilisateur puisse directement, tu vois, s'il veut générer une image, ne pas avoir à aller et sur DALL-E 2 et sur, enfin tous les fournisseurs qu'il y a et tout avoir sur Edenay. Carrément. Est-ce que Midjourney a une API? Enfin, est-ce que peut-être vous arriverez à négocier un Alors truc avec là, eux? Enfin, est-ce que ça fait non, partie des gens avec qui vous discutez? ben, Non. pas encore, on discute pas encore, donc que je dise pas de bêtises, c'est eux qui sont sur Discord, il me semble, pour générer les ouais, ouais, Exactement, ouais, c'est ça. pas que je sache. Après, on a même OK. au départ, on a réfléchi à des trucs compliqués du genre, essayer de récupérer quand même le truc, ouais. Ouais. Mais là, pour le moment, on n'a pas encore discuté, mais j'ai vraiment pour le coup, j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Je saurais pas te dire. Je sais pas si parce que je sais qu'il y a des gens dans l'équipe qui Ouais. regardent tu vois? Il y en a un, c'est François, Ouais. qui répond uniquement sur Discord pour l'instant, il me semble, côté Midjourney, ouais. Ouais, parce qu'il y a un endroit où moi j'ai fouillé parce que je trouve que Midjourney est vraiment l'outil le plus Mmh. intéressant enfin en tout cas qui est le plus facile à utiliser quoi, et qui donne des super résultats. Et quand on fouille, on trouve un endroit, une clé d'API, mais il n'y a pas de doc qui va avec. Enfin, mais je me disais peut-être, tu vois, enfin j'ai l'impression que c'est une petite boîte qui vont très Mmh. progressivement et qu'ils font attention et qu'ils utilisent Discord comme ça comme une interface, mais peut-être qu'il y a moyen Mmh. de négocier avec eux, je sais pas. On a eu d'autres, alors sur la partie génération d'images, on a eu des boîtes qui nous ont contactés, qui avaient leur solution, pour,
Pour s'intégrer sur Edenai, mais Midjourney, non. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir discuté avec eux. Et est-ce que, par exemple, vous pourriez, pour rebondir sur ce que dit Thomas, est-ce que vous pourriez aller jusqu'à, par exemple, faire tourner, vous, un serveur Stable Diffusion, qui est, lui, du coup, open source, pour proposer un truc comme ça, ou est-ce que c'est pas forcément l'idée? Alors, c'est une super question, parce qu'au départ, on y avait réfléchi. On s'est dit, tiens, et puis on l'avait testé sur un truc qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus simple, qui est de l'OCR. L'OCR, c'est ce qui permet d'extraire du texte d'une image. Et on avait mis sur un serveur, une solution, enfin, un modèle open source qui s'appelle Tesseract. Donc, tous ceux qui connaissent Tesseract. Puis on s'est rendu compte que c'était un vrai boulot, en fait, d'avoir un serveur qui tourne bien, qui fasse, enfin, qui supporte la charge, suivant le nombre d'utilisateurs. Et du coup, alors, première chose, et deuxième chose, c'est qu'il y a des acteurs qui font déjà ça. Il y a Hugging Face, que tous les data scientists Ouais, connaissent bien, qui eux vont dans leur boulot et justement en partie de déployer des modèles open source. Du coup, on s'est dit, pour la partie open source, si jamais ça nous intéresse, on en discutera avec Hugging Face, et puis on a même eu quelques calls avec eux. Mais on n'a pour le moment pas vocation à héberger des modèles open source, parce que c'est un vrai boulot. Hmm, Déjà, comment tu l'entraînes, et cetera, et au final, c'est ce que font les fournisseurs à qui on travaille. Donc, et puis ça permet de bien bien séparer sûr, les ouais. choses. Parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est que si jamais on commence à avoir, entre guillemets, «notre modèle», enfin, c'est bizarre à dire, mais notre modèle open source entre guillemets, qu'on aurait entraîné, qu'on aurait déployé, d'un point de vue business, on commencerait à être un peu jugé parti. C'est-à-dire, c'est comme si Bien sûr, on ouais. était revendeur, mais en même temps, on avait notre truc, et c'est pas, alors que là, Ouais. c'est clair, on n'a pas de modèle, on n'est qu'une passerelle, et même vis-à-vis de nos partenaires, c'est plus simple à expliquer. Ouais, non, c'est très intéressant. Et puis c'est quand même un vrai travail déjà, hein, qu'on peut encore souligner, hein, ce travail que vous faites au niveau de normaliser entre guillemets les API, etc. C'est déjà aussi un certain Mmh. savoir-faire, et moi je pense que c'est bien C'est en général, hein, de toute façon dans tous les projets d'être focus. Voilà, on est bien occupé déjà. Donc, mais par contre, on a eu cette idée, effectivement. Mais, on a testé, et puis, ça l'a pas fait, donc voilà. Ouais. Non, mais peut-être qu'il y a effectivement un truc à faire, comme souligne Thomas, peut-être à justement proposer de faire une passerelle, mais avec des choses type Hugging C'est Face, etc., qui exactement, permettent de déployer ses propres modèles. Et là, vous avez un peu le meilleur des deux mondes, c'est quoi. exactement ce qu'on est en train d'essayer de faire avec Uniface. Donc Thomas a un peu anticipé, ce que l'idée qu'on a en tête, c'est de se dire: «Bah, ils le font très bien, c'est une très grosse boîte», et puis, c'est bête, mais, alors Hugging Face, maintenant, une société américaine, mais, à la base, les fondateurs sont tous français. J'ai eu l'occasion d'échanger avec, leur CTO. Ah, ok. Hem Et du coup, voilà, donc si jamais si on se dit: «Tiens, ce serait bien d'avoir de l'open source sur Edenai», certainement que ce serait avec un acteur comme ça. Alors, Hugging Face a priori, mais, Ouais. éventuellement d'autres. Super intéressant, ouais. Bah, Thomas qui fait une excellente newsletter sur l'IA maintenant, donc il Eh pourra ben, ravi parler d'échanger de avec, tout ça. Thomas là-dessus. Euh, pour la fin, j'ai gardé, alors je crois que je t'ai posé toutes mes questions. Alors il y a Lorraine qui a posé une question tout à l'heure, plus sur la complexité de créer un connecteur Make, etc. Et en fait, on s'était dit que ça, c'est peut-être un sujet qu'on aborderait plus avec un de Oui, tes Jérémy, associés ou collaborateurs, c'est je me souviens plus. Jérémy chez nous Voilà, qui a bossé sur le connecteur Make, et je pense, ouais, ça peut être intéressant. Il pourra faire une démo spécifiquement sur Make, comment ça marche, ouais. voilà. Donc voilà, peut-être dans quelques semaines, Avec plaisir, je ouais. vous proposerai de venir à ta place, et comme ça on pourra parler un petit peu plus spécifiquement de ça, parce qu'effectivement moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, hein, Mmh. de savoir un petit peu puis la différence entre Make et Zapier, etc., de voir un petit peu les coulisses de ces outils que nous on Mmh. utilise au Je pense, quotidien. ouais, ça peut être intéressant. Donc, voilà. Et alors par contre, du coup, alors, moi j'ai gardé trois questions. Je crois que j'ai pas laissé passer d'autres questions dans le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et sinon, moi j'ai trois questions créées par ChatGPT que j'ai trouvé. Je lui ai demandé, bon, on a fait toute une liste, mais bon, qui était. Alors bon, elles sont
Ouais, elles sont intéressantes, elles sont hyper longues à chaque fois, il sait pas faire des trucs très concis. Euh, et lui, il a un peu compris que vous faisiez vous-même vos modèles. Ouais. Donc bon, il y a des choses qui sont... Mais bon, quand même, alors je te pose la première, et puis parce que c'est un sujet un petit peu plus global. Alors, quelles sont les considérations éthiques, en quelles considérations éthiques Eden AI prend-elle en compte lors du développement ou du déploiement de solutions d'IA? Et comment vous assurez-vous que vos produits sont utilisés de manière responsable et éthique? Oula, elle est dure cette question. Euh, Ça reboucle un petit peu avec ce qu'on a évoqué ouais. tout à l'heure d'ailleurs. Ben, c'est un peu la, la problématique. L'avantage et l'inconvénient qu'on a avec le mode Edenai, on est en self-service. C'est un peu, tu vois, c'est un peu McDo. Venez comme vous êtes. Tu vas sur la plateforme, juste avec une adresse Gmail, tu crées un compte, tu as directement un peu de crédit pour tester, et après tu fais un peu ce que tu veux. Donc, on n'a pas de limitation en termes d'usage. Enfin, on n'a pas quelque chose qu'on peut bloquer vu qu'on connaît pas forcément nos clients. Euh, mais c'est pas de l'éthique, c'est sur la partie gestion des données. Nous, en gros, on travaille avec des fournisseurs qui peuvent être RGPD ou pas, mais on n'est toujours pas dans le domaine de l'éthique. Donc, à part, Est-ce que, ouais. peut-être, à la limite, si pour vous compléter un peu la Mmh. question, peut-être, est-ce que par exemple dans le choix de vos des Mmh. fournisseurs, est-ce qu'il y a peut-être des critères que vous pourriez prendre en compte, tu vois? Je sais pas, Alors, je vais enfin, dire un je truc, vais c'est pas. un peu un Ouais. bon, je le dis quand même. Alors, on a eu un vrai choix pour un fournisseur, qui est Yandex. Yandex, pour Ok, bah voilà, c'est une bonne news, ouais. Yandex, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Google russe. On a eu une discussion vraiment haut niveau, donc avec, des gens vraiment gradés chez Yandex qui, étaient hyper partants. Ils nous ont trouvé tout un modèle et tout. Là, c'était un choix, on va dire, on s'est dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait?» Est-ce qu'on les propose ou pas? Finalement, on l'a pas fait. Heu Est-ce que vous auriez pas pu d'ailleurs avoir même des problèmes? Parce que, enfin, et quand même, ben enfin, si c'est une société russe, j'imagine qu'ils ont c'est là où enfin, ils sous le coup de sont, sanctions, très, très forts. C'est qu'ils ont tout ils prévu. ont des boîtes en Europe. Exactement. Alors, pas en Europe, je dirais pas où c'est. Ils avaient Ah tout ok, ouais, un bon. c'est incroyable, nous on était, j'ai eu l'appel avec, Jérémy justement qui fait le connecteur Make, on était avec lui. On était vraiment curieux et c'était rigolo parce qu'on avait pas personne n'osait, aborder le sujet et c'est eux-mêmes qui ont Ouais, dit: «Bon j'imagine. les amis», ils nous ont dit, en plus c'était alors pour le coup, c'était vraiment rigolo. On s'est dit: «On sait qu'on n'a pas bonne presse en ce moment». C'était, je sais pas, c'était il y a quelques mois, donc vraiment la Ouais. guerre, elle était, c'était peut-être même encore plus d'actualité que ça ne l'est maintenant et en fait, ils avaient tout un plan d'attaque. De dire: «Bon, vous inquiétez pas, on a tout prévu. En fait, les modèles, ils sont pas en Russie, ils sont là. La société, en fait, c'est même pas Yandex, c'est une» tu vois? Et voilà. Là, on a eu, on va dire, un choix éthique à faire et enfin éthique, je sais Ok. pas, mais un choix en tout cas Ouais, ouais, non, qui bah, était pas, enfin, on a mis un peu de côté notre casquette d'ingénieur. On s'est dit: «Bon, là, pour le moment, c'est pas voilà». Mais sinon, pour le reste, j'en ai pas d'autres en tête. Mais ça, c'était rigolo effectivement, comme, comme cas de figure. ok, bah, super, super intéressant. Deuxième question, quel conseil donneriez-vous aux entreprises qui envisagent de mettre en place une technologie d'IA dans leurs opérations mais ne savent pas par où commencer? Ah ben, de créer un compte sur Danaï, bizarrement. Alors plus sérieusement, en fait, il y a, c'est une bonne question, ça dépend de quel usage tu fais. Je pense Danaï, c'est bien, pour commencer. C'est-à-dire, si tu as besoin si c'est une tâche, où il y a des API qui font le taf, qui coûtent pas cher, parce que si jamais, l'alternative, c'est de créer ses propres modèles, ça peut rapidement coûter très cher. Mais il y a pas c'est pas une réponse absolue. Si par exemple, je donne un autre cas de figure, si tu es sur un projet hyper sensible dans la défense ou que sais-je, et que tu as envie d'avoir ton modèle sur ton serveur et cetera, là, je te donnerai une réponse complètement différente. Donc je pense ce qui est bien avec Edenai, c'est que tu peux rapidement voir un peu l'état de l'art. C'est ce que je dis des fois, on Hmm. a des clients qui commencent à nous dire: «Oui, mais j'ai des sujets». OK, bah, va sur Edenai, crée un compte, ça te permet d'avoir rapidement une idée de ce qu'il est possible de faire, quitte à derrière, ne pas utiliser d'ANAI, développer son propre modèle et cetera. Mais ça te permet juste d'avoir un petit baromètre de la faisabilité technique, des choses.
Ouais, c'est intéressant pour explorer le sujet, voir si ça peut vraiment Mmh. servir dans les workflows, dans Mmh. les opérations d'une boîte, et quitte à le faire peut-être avec des données anonymisées, des choses comme ça, s'il y a ces questions-là, j'imagine des grosses boîtes, elles veulent pas, enfin, enfin tout, ouais, c'est Mmh. intéressant, ouais. Ok, bah ouais, toujours l'approche lean, on va dire en Mmh. général, et c'est vrai que ça peut être un Mmh. bon outil comme ça, mais ça va parler forcément aux gens. On dit un peu la même chose en fait des outils Oui, no-code quelquefois, exactement. quoi. Avant d'aller voir des devs et de faire des trucs, faites un prototype déjà peut-être avec Bubble, avec Make, Tu vois, on a eu, pour etc. rebondir Donc, là-dessus, ben, on a eu le call avec, Emmanuel, le patron de Bubble, qui nous a même dit à un moment, il dit: «Ouais, même vous pourriez dire que votre plateforme, c'est du no-code» et tu vois, quand on lui a fait la démo, qu'on lui a montré, donc voilà, ça rejoint un peu ça. ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Bah après, c'est une étiquette Oui. marketing un peu où on peut s'y raccrocher ou Mmh. pas. C'est clair que ça, Pour le ça moment, on le pourrait fait pas l'être trop, après. Bon, nous, on s'intègre sur des plateformes je no-code, pense, ouais. mais voilà. Je pense que l'étiquette IA de façon aujourd'hui est bien Ouais. suffisante à mon avis. J'imagine. Est-ce que avant de passer à la dernière question de ChatGPT, est-ce que vous avez senti une différence? Ça fait combien de temps que vous existez? Alors, pour l'historique, donc nous, on a lancé le service, une 1re version, fin été 2021 et on va dire que le Ok. service donc ça a surtout permis d'avoir des bêta-testeurs et cetera pour aller, faire une première levée de fonds, qu'on a faite il y a un peu moins d'1 an et c'est à peu près au moment de la levée de fonds qu'on a vraiment commencé à avoir d'utilisateurs, donc pour faire simple, il y a à peu près 1 an et donc là, on Ok. est à Mais là, par oui, exemple, là, depuis le mois de décembre, est-ce que, par exemple, enfin, en termes de sollicitation, tu c'est as vu oui, une oui, 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 différence ou... oui, 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 Ok. c'est énorme. Bah, en gros, là, on est à bientôt 5 000 utilisateurs sur la plateforme. Avant la dernière semaine de l'année, donc de l'année 2022, on était à 90 sign-up, 90 inscrits et là, on est à 300 donc on a fait fois 3 quoi, en l'espace Ok. de 3 4 semaines. Donc là, il y a une très forte, demande qu'on peut justifier notamment par toute la hype actuelle sur les sujets de l'IA. Donc, il y a on va dire, il y a tout ce qui est ChatGPT et cetera qui fait augmenter un peu l'intérêt pour ce type de solution. Super. Alors, il y a une question très intéressante d'Arnaud qui est arrivée. Est-ce que c'est prévu d'avoir accès à des modèles d'OCR, par exemple, quoi, qu'on pourrait entraîner nous-mêmes sur des documents spécifiques, genre Power Platform? Parce qu'il me semble que Microsoft propose je crois que ça s'appelle Cognitive Services, un Oui, truc comme ça, enfin des modèles que tu peux entraîner avec tes datas, des choses comme ça. oui. Alors, nous, Microsoft, c'est un fournisseur qu'on a. Donc tu as les services Microsoft sur OpenAI, de Azure. Effectivement, ils appellent ça les Cognitive Services de manière générale. Il y a tu peux faire il y a 2 choses, c'est que ce qui est live actuellement, c'est que tu peux mettre un document et ça peut être de l'OCR, mais pas que sur de la facture de reçu, ce que je veux dire. Ça, c'est disponible et puis il y a aussi la possibilité d'entraîner ses propres, modèles. Alors là, c'est pas sur la version, on va dire, directement accessible. Ouais, Hmm. effectivement, on n'est pas entré dans cette subtilité-là, mais sur les services d'IA, tu as 2 types. Tu as des modèles, déjà entraînés, donc tu vas venir consommer directement et puis tu as des modèles effectivement où tu vas d'abord leur injecter des données, ce qu'on appelle des données labellisées, où tu leur dis: «Voilà ce qui m'intéresse dans le document, dans l'image, dans l'audio, peu importe» et derrière, ça va te générer un modèle que tu peux, consommer. Et ça, on est en train effectivement, l'agrégation de ça, c'est pour le coup beaucoup plus compliqué parce que tu dois Hmm. agréger et la partie entraînement à la partie, consommation du service derrière. Voilà. Utilisation, ouais. Mais oui, c'est prévu. Après, peut-être que je suis parti un peu trop loin, effectivement, par rapport aux Cognitive Services. Ouais. Arnaud il précise, mapper nous-mêmes les documents pour récupérer des données. Parce qu'on fait un service de vente et revente de cartes Mmh. cadeaux, OK, notamment. je comprends. Ouais. Ben, c'est prévu, mais on n'a pas commencé par ça, naturellement, parce que c'est un peu plus Ok. dur à agréger, sur une seule plateforme. Ok. Ouais, non, c'est intéressant. Non, mais après, ouais, il y a différentes manières, ouais, d'envisager les choses, Mmh. mais bon, ouais, à terme, on peut imaginer aller vers là. Ok, super. Alors, je passe à la dernière question. On arrive sur la fin, on dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, parce que j'aime bien cette question. Elle est très open. Je vais même la mettre dans le chat d'ailleurs pour avoir les réactions des gens. Comment voyez-vous l'impact de l'IA sur divers secteurs d'activité et professions à l'avenir? Et quelles mesures pensez-vous que nous pouvons prendre pour atténuer les effets négatifs?
Alors c'est une Un peu super philosophique presque. question qui non, je pense qu'elle est enfin oui, philosophique, mais je pense qu'elle est vraiment sociologique même. Parce que Ouais, oui, ouais, c'est un meilleur terme de ouais, ben, concrètement, si on parle d'automatisation et puis en vrai, ça marcherait aussi pour le no-code. On pourrait poser la même question pour, c'est qu'en gros, on est en train de faire par des machines, des tâches qui sont jusque-là étaient faites par des humains. Le truc, c'est qu'on va pas remplacer tout le boulot d'un humain, mais tu remplaces une petite partie. Mais si sur une boîte, je sais pas moi, tu as 10 comptables, et que tu réduis, 10 de ce que fait chaque comptable, au final, ben, c'est comme si tu avais 9 comptables. Enfin, je caricature, mais c'est un peu cette logique-là. ouais. Pour moi, l'IA, ça va juste décupler les possibilités d'automatisation, en en offrant tout un champ d'automatisation qu'on pouvait pas faire jusque-là. Et du coup, ça va juste accentuer quelque chose qui est déjà existant. Donc théoriquement, il y a cette histoire de réduction du volume de travail nécessaire. Après, bon, il y en a qui disent: «Oui, mais derrière, tu as des ingénieurs qui travaillent là-dessus», mais je pense que le compte n'est vraiment pas enfin, n'est pas du tout bon, C'est pas pas du équivalent, tout. ouais. D'ailleurs, si ça l'était, ces boîtes-là n'existeraient pas parce qu'il y aurait pas d'intérêt économique à le faire. Parce que Ouais, ouais, alors c'est clair. souvent, les profils qui font ces solutions-là coûtent beaucoup plus cher, donc économiquement, ça le ferait Ouais. pas. Bon, derrière, du coup, avec tout ce temps, disponible, on va dire, c'est plus une question, de choix politique et choix sociétal. Il y en a qui veulent réduire le temps de travail, il y en a qui disent: «Non, non, on fait pas». Enfin bref et là-dessus, Mmh. je m'engagerai pas sur cette discussion et pour être tout à fait honnête, j'ai pas d'avis très tranché, mais par contre, je pense que c'est un sujet à traiter, effectivement. De se dire tout le volume horaire de travail qu'on est en train de libérer de par l'automatisation, qui d'ailleurs n'est que la suite logique de quelque chose qu'on a depuis des dizaines d'années. Ouais. C'est un vrai sujet. La mécanisation Voilà, avant, exactement. dans les usines et cetera. C'est un Ouais. sujet de fond qui ne fait que s'accentuer et j'ai pas de réponse, vraiment intelligente à Il y donner. avait eu à une époque, je me souviens une idée, enfin une proposition de taxe sur les robots, genre de redistribuer en fait les profits qui sont faits. Et je crois qu'il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a ressorti ça un peu sur une taxe sur l'IA ou un truc comme ça, mais c'est après Pourquoi pourquoi pas, pas? hein, enfin ça dépend. Pourquoi pas? C'est un choix Après moi sociétal à j'ai faire. juste avant qu'on commence l'enregistrement, j'entendais à la radio, il y a une expérience un peu à grande échelle qui est faite en ce moment en Angleterre sur la semaine de 4 jours. Mmh. Il y a une super boîte aussi en France, Ouais, LDLC, qui est passée à la semaine de qui 4 est une jours, boîte etc. lyonnaise, du coup. Ah bah Voilà. oui, c'est vrai Je en suis un plus, ouais. peu chauvin, Et quand il s'agit de Lyon, moi. ouais, non, mais tu fais bien de le préciser. C'est un super épisode aussi de Génération Do It Yourself, Mmh. d'ailleurs, avec le fondateur. Et voilà, peut-être que pour moi, c'est peut-être que l'IA peut aider à Ouais. ça. L'IA, le no-code, comme tu dis, Mmh. l'automatisation, peut travailler moins, mais pas forcément gagner moins et licencier, quoi. Mais c'est un vaste sujet, Ouais, ça vaudrait le effectivement. coup Revenu de ouais, universel. bah, oui, j'ai vu passer ça, il y a Arnaud qui parle du revenu vénère et voilà. Ouais. Voilà, c'est un vrai sujet. Cool. Bah écoute, merci Merci beaucoup à toi. pour tout ça. C'était hyper intéressant ce petit format matinal. Voilà, on va pouvoir te laisser retourner à tes Merci activités. beaucoup. Où est-ce qu'on te suit? Est-ce que tu es actif sur les réseaux? Est-ce que Heu, vous, même Eden alors Eden AI, IA, on est-ce que essaie d'être vous... présent, sur, Twitter, LinkedIn, et autres. Mais bon, on est plus présent sur LinkedIn. C'est là, je pense, on va bientôt atteindre Ok, les 10 000 abonnés sur LinkedIn, donc on va dire c'est notre réseau de prédilection. Heu, Sinon si jamais il y en a qui ont quelque chose qui veulent échanger, enfin, sur un sujet sur lequel ils veulent échanger avec moi, bah, ils peuvent directement prendre contact, sur le site. Tu peux laisser un sur Edenai et encore une fois, Edenai, on est en mode self-service, donc que ceux qui nous écoutent n'hésitent pas à créer un compte, pour voir un peu, comment ça marche. carrément. J'essaie de chercher en même temps le lien vers la page. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé, hop, sur la page LinkedIn pour vous Mmh. suivre. Euh,
Et puis, on a une deuxième émission, d'ailleurs, Thomas nous le rappelle, on a une deuxième émission qui est consacrée à l'IA sur la chaîne Twitch de No Code France, qui est le vendredi à midi, avec Thomas et Arnaud. Donc voilà, peut-être faire une spéciale Eden AI, on verra si Eh ben, ça serait se propager dans la communauté. Ça serait avec grand plaisir. Ça serait avec grand plaisir. Cool. Et bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. Et puis nous, on va suivre avec grand plaisir. On l'a pas dit d'ailleurs, mais tu l'avais dit dans IFTTD, mais le no-code, tu me disais que c'était la deuxième catégorie d'outils les plus utilisés après Python, exactement, je crois, exactement. Dans vos utilisateurs. On regarde ça de c'est quand même assez notable. On regarde ça de très près, tout ce qu'il fait en no-code. Donc c'est très cool. Cool. Et bah écoute, merci beaucoup. Et puis passe une bonne journée. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Alors c'est un épisode qu'on avait enregistré en live, voilà, donc de temps en temps, maintenant je vais faire ça, donc n'hésitez pas à suivre mon émission sur le Twitch de No Code France, la matinale des Ops, tous les mardis à 8h du matin, c'est pour les gens matinaux. Mais voilà, c'est hyper sympa, j'y parle pas mal de no code, d'ops évidemment, et puis aussi pas mal d'IA, c'est un peu un sujet en vogue et j'essaye de voir comment on peut utiliser des outils d'IA à l'intérieur des outils d'ops, comment ça peut servir dans nos workflows, dans nos usages internes, pour augmenter notre productivité, ces choses-là. Et puis on parle de no code en général, dans la bonne humeur, on prend notre café ensemble, on se réveille ensemble doucement le mardi matin, donc voilà. Au niveau du podcast, c'était le 104e épisode. Je sais pas encore qui sera le prochain invité, pour être tout à fait honnête. J'ai un peu de décalage. J'ai une liste bien remplie, des gens passionnants, donc ne vous inquiétez pas. Je vous invite aussi à aller écouter en attendant le podcast Les Portraits du No-Code de la communauté No-Code France, de Jocelyne, Benjamin et Xavier. Voilà, ça pourra aussi vous compléter ça. Et moi, je vais aussi faire pas mal d'épisodes à venir. Pas forcément sur des personnes en particulier, mais sur des sujets avec plusieurs personnes. Donc voilà, on va commencer un peu aussi à étendre un petit peu le concept. Mais vous verrez ça bientôt, ne vous inquiétez pas. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt sur le podcast de Radio Contournement. Et c'est toujours un plaisir. Et puis d'ici là, n'écodez bien.